animera cette table ronde sur le numérique, considérée comme un levier d'une croissance durable en Afrique, Christian Gekinou. Nous accueillons bien sûr d'abord Madame Elisabeth Tchungui. Elisabeth Tchungui qui est présidente déléguée de la Fondation Orange, directrice exécutive RSE, diversité, solidarité du groupe Orange. Le professeur Alain Kiyindou, voilà. Professeur Alain Kiyindou, qui est un spécialiste des pratiques émergentes et professeur à l'Université de Bordeaux-Montaigne, titulaire de la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement. Monsieur Chrysostome Koumbi Samba, président d'Afrique Cybersécurité, qui nous arrive de la région Île-de-France. Monsieur Basseli Yorobi, CEO de Connect Global. Nous avons également le plaisir d'accueillir, et il nous vient d'Abidjan, Mohamed Diaby, je ne sais pas s'il est déjà dans la salle. Mohamed Diaby, fondateur et dirigeant de Waleya, qui nous fera un pitch tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas si Christian Gekinou est arrivé, non? Alors, je vais l'animer. Voilà, puisque voilà. Je vais l'animer. Je vais l'animer. Bon. Voilà, je vais l'animer. Alors, il y a quelques années, je pense que c'était lors de l'édition 2015, avec le Premier ministre Lionel Zinsou, nous avions choisi comme thème l'innovation en Afrique. Nous avions choisi ce thème parce que nous constations déjà que se développait en Afrique un certain nombre de pratiques portées notamment par des jeunes, et qu'une autre forme de révolution avait cours en Afrique. C'était la révolution de l'entrepreneuriat. Et que dans cet entrepreneuriat, l'entrepreneuriat numérique était, je ne sais pas sous le contrôle d'Elisabeth, n'est-ce pas, le plus significatif. Donc que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, autour de Buea, avec tous ces jeunes entrepreneurs, et une pensée pour tous ceux qui sont là-bas, que ce soit dans l'écosystème numérique d'Abidjan, avec l'African Numeric Festival, que ce soit au Sénégal, avec l'initiative qu'avait prise mon ami Karim Sy, avec Jocolab qui s'est beaucoup étendu dans beaucoup de pays d'Afrique, et que ce soit notamment depuis maintenant quelques années avec l'écosystème numérique du Rwanda, à Kigali, puisque vous savez que le Rwanda, voilà. Et puis bien sûr, tout ce qui se passe et qu'on connaît au Kenya, avec toutes les initiatives, et je crois que le professeur Kiyindou nous en parlera, eh bien, avec tout ce qui s'est fait sur le mobile banking, etc., etc. Et voilà, donc, nous avions mobilisé la French Tech Bordeaux, Bordeaux Entrepreneur, et avec cette French Tech Bordeaux, qui est d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la 5e French Tech de France, nous avons fait venir à Bordeaux une dizaine d'entrepreneurs africains numériques pour montrer justement cette innovation en Afrique. Et c'est un peu dans la continuité de cette manifestation sur l'innovation en Afrique que nous avons voulu situer cette table ronde. Donc, en attendant que Christian Gekinou nous rejoigne, je voudrais d'abord demander à Elisabeth Tchungui qui représente ici le groupe Orange, hein, avant Karel qui va nous rejoindre tout à l'heure. Eh bien, je voudrais te demander de dire un petit mot d'ouverture, n'est-ce pas? Je sais que Orange aujourd'hui développe un certain nombre de digital centers, n'est-ce pas, sur le continent. Tu reviens d'ailleurs il y a quelques jours, enfin plus précisément hier, tu reviens du Maroc. Et voilà, je voulais déjà que tu introduises effectivement ce panel par tout ce que tu fais et que tout ce que tu vas encore faire. Et je sais qu'il y a encore quelques mois, tu étais au Cameroun, puisque d'ici, je t'ai suivi à la CRTV. À toi, Elisabeth. Merci beaucoup, Pierre de Gaëtan. Je tiens d'abord à dire le plaisir pour moi chaque année de participer à ces rencontres, à ces journées nationales des diasporas africaines à Bordeaux. Je pense que c'est vraiment un événement unique, hein, qui tisse
retisse ces liens sans cesse renouvelés entre la France, entre l'Afrique, avec les diasporas au cœur. Donc merci à toi de porter cet événement toujours plus loin et toujours plus haut. La thématique donc de ce panel, le numérique levier d'une croissance durable en Afrique, m'a inspiré une petite histoire, parce que la littérature n'est jamais très loin chez moi. Donc je vais introduire ce panel avec une histoire que je souhaite partager avec vous. Imaginez une Afrique connectée à 100%. Partout, les habitants peuvent utiliser des terminaux à prix abordable pour accéder à Internet avec une excellente qualité de connexion. C'est donc une Afrique où, par le biais du numérique, on peut, où que l'on soit, y compris dans les villages les plus reculés, se soigner, étudier, travailler, communiquer, gérer ses finances. Les écarts d'éducation des femmes ou de la population rurale ont été résorbés. On ne compte plus les services innovants profondément africains conçus par des Africains, des services innovants et digitaux qui ont été pensés pour répondre aux besoins des Africains. Les services fournis par l'État sont à la fois plus pertinents, plus faciles d'utilisation et mieux ciblés grâce à la digitalisation, grâce à la data, grâce à l'intelligence artificielle. L'incrément d'accès à la connectivité étant intimement lié à la croissance économique, le développement de la connectivité contribue à la prospérité du continent en facilitant l'activité des entreprises et des États. Et bien entendu, parce qu'elle est consciente de l'urgence climatique, l'Afrique a réalisé ces transformations en utilisant massivement les énergies renouvelables et en limitant la production de déchets grâce à l'économie circulaire. Eh bien, chez Orange, nous croyons que ce rêve, aujourd'hui, est à la portée de tous. Et c'est justement pour nous en rapprocher que chaque année, nous investissons 1 milliard d'euros sur le continent africain, aux côtés, bien entendu, d'autres grands partenaires. Le numérique prend chaque jour une place accrue dans nos vies, au cœur de nos vies. Il permet de nous rapprocher, il permet d'accélérer le développement économique. Le numérique repose sur des infrastructures, les réseaux, les data centers, dont l'ancrage africain doit contribuer durablement à la souveraineté numérique de l'Afrique. Et c'est pour cela que chez Orange, nous avons construit un réseau de plusieurs centres de données interconnectés sur le continent. Ces centres d'hébergement sont localisés sur le continent. Ils protègent de manière extrêmement sécurisée les données qui s'y trouvent. Ils permettent à des entités, des entreprises d'avoir accès à des contenus produits et hébergés localement ainsi qu'à des plateformes de services. Je peux par exemple citer notre groupement Orange Service à Abidjan qui gère notamment de nombreuses plateformes de e-santé qui sont utilisées par des projets de coopération d'Orange avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, contre la tuberculose ou encore contre le paludisme. Mais pour que le numérique soit un levier de croissance durable, c'est très important, il faut une stabilité politique, il faut une stabilité économique, il faut une stabilité réglementaire, il faut une stabilité fiscale. Et cette stabilité permet tout simplement des investissements dans le temps pour continuer à combler la fracture numérique et donc rentrer dans une collaboration gagnant-gagnant pour toutes les populations. Et j'ai commencé par un rêve, je terminerai par un chiffre, mais qui est une réalité tangible. 10% d'augmentation de pénétration de l'Internet mobile, c'est-à-dire 10% de plus d'utilisateurs dans la population, correspond à une croissance du PIB de 2,46% dans la plupart des pays africains. Donc c'est pour cela que la première condition pour que le numérique soit le levier d'une croissance durable en Afrique, ça reste le déploiement des réseaux, et c'est vraiment ce que l'on s'attache à faire chaque jour dans les endroits les plus isolés, grâce à la solarisation de nos sites, dans des conditions climatiques parfois extrêmes, dans des conditions politiques parfois instables. Nous avons régulièrement nos sites sabotés dans le nord du Mali, par exemple, mais nous continuons sans le relâche parce que ce réseau, c'est vraiment le prérequis pour un numérique levier d'une croissance durable en Afrique. Merci beaucoup, Madame Tchungui.
Et sur ces mots, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Vous venez d'aborder l'importance finalement de l'infrastructure et la corrélation directe qu'on peut voir entre le niveau de pénétration ou l'infrastructure et le développement. Mais quelles sont les autres conditions finalement pour que le numérique puisse réellement participer au développement du continent? Je ne sais pas si le professeur Kijendou a quelques mots sur le sujet. Au-delà de la question, bien sûr, de l'infrastructure. Oui, je peux tenter de répondre à cette question qui est très large, hein, parce que si on avait la recette, on l'aurait déjà appliquée depuis très longtemps. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique a un avantage important. C'est sa jeunesse, ça a été évoqué ici tout à l'heure, et un marché exponentiel, surtout autour de la téléphonie mobile qui n'arrête pas de se développer. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre d'opportunités qu'on peut développer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'on est sorti d'une phase où on avait tendance à recevoir des choses qui venaient de l'Occident de façon passive. Et on est passé à une phase où on arrive à faire des propositions, des inventions, de trouver des solutions intéressantes qui partent de l'Afrique vers l'Europe. C'est le cas de M-Pesa qui a été évoqué tout à l'heure par Gaëtan, qui concerne le mobile money, qui a été développé plus en Afrique qu'ailleurs et qui maintenant commence à essaimer dans les autres parties du monde. Donc on a cet avantage-là qu'on devrait exploiter. On a du talent en Afrique, on a beaucoup d'applications qui sont développées, je ne peux pas les citer toutes ici, que ce soit au Kenya ou ailleurs. Je discute beaucoup avec un certain nombre d'entrepreneurs, d'inventeurs, que ce soit au Cameroun ou en Guinée ou ailleurs. Quand je discute avec mon collègue de Guinée qui a créé Tulip Industries, ce qu'il me fait comprendre, c'est qu'il arrive à développer des solutions intéressantes, notamment dans le domaine de la médecine, qui peuvent concurrencer les solutions qu'on pourrait trouver en Europe, ou voire même dépasser ces solutions-là. Mais sa principale difficulté, c'est la difficulté qu'il a à participer, à répondre aux appels d'offres internationaux, parce qu'il y a des tickets d'entrée qui sont très importants et nos startups africaines n'ont pas toujours l'accompagnement nécessaire, n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir avoir cet argent qu'on leur demande avant de soumissionner à un appel d'offres, par exemple. Quand je discute avec Véronique Bountier, qui est au Cameroun, qui a créé une solution intéressante qui permet de détecter le cancer et d'analyser le sang, la difficulté qu'elle m'évoque, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à avoir des données locales. Les données qu'elle utilise viennent des bases de données internationales, notamment des États-Unis d'Amérique, et qui ne correspondent pas aux besoins locaux. Donc, du coup, les résultats qu'elle arrive à avoir sont des résultats intéressants, mais susceptibles d'être biaisés. Quand je discute avec Thérèse Inga Kirongozi de la RDC, qui a créé, je ne sais pas si vous connaissez, les robots de circulation, des gros robots qui permettent à Kinshasa et ailleurs de contrôler la circulation, de verbaliser les personnes, les contrevenants. Et ces robots sont très intéressants, sont très appréciés, et elle n'arrive pas à exporter ces robots en question parce qu'au niveau de l'Afrique, il y a peut-être un manque de confiance aux Africains. On accepte très bien généralement des solutions qui viennent de très loin, mais quand les solutions viennent du pays d'à côté, du voisin, on a du mal à les accepter. Donc effectivement, elle a pu placer 600 robots dans les différentes villes de Kinshasa, mais aucun robot dans un autre pays africain. Le seul pays étranger qui lui a acheté un robot, c'est la Belgique. Voilà, donc on est dans cette situation-là qui est assez difficile, assez incompréhensible. Donc il faut qu'on passe à des politiques qui sont plus internationales que là, qui sont plus
panafricaine de façon à développer ensemble ce numérique. Mais si vous voulez, je ne sais pas si j'ai encore du temps, si vous voulez que je vous donne un cadre plus précis, puisque je travaille beaucoup avec l'UNESCO, dans le cadre de l'évaluation du développement du numérique dans différents pays, j'ai fait cette travail au Bénin, au Niger, je suis en train de le mener en Côte d'Ivoire et je vais passer bientôt à 5 pays de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Congo, Brazzaville, la RDC, le Burundi et le Gabon. Il y a quelque chose d'intéressant qui a été mis en place. C'est un cadre qui s'appuie sur 4 piliers qu'on appelle DOAM, qui permettent de développer le numérique de façon à ce que ça puisse participer au développement d'un pays. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler sur le D, le cadre juridique et institutionnel. Veiller à ce qu'il y ait toutes les lois nécessaires, notamment qui réglementent la cybercriminalité, qui vont réglementer la protection des données personnelles, par exemple, qui vont encadrer le commerce électronique et protéger les droits du citoyen, les droits à l'information. Avoir un code du numérique, par exemple. Ce travail a été fait dans la plupart des pays africains, mais la difficulté qui subsiste, c'est l'applicabilité de ces textes, parce que c'est bien d'avoir des textes, mais c'est encore une autre chose de pouvoir les appliquer correctement, dans la mesure où nous savons aussi que dans nos différents pays, les magistrats ne sont pas toujours bien formés aux différentes questions qui sont liées au numérique. Il y a aussi la question de l'ouverture qui est importante, avoir des marchés ouverts, avoir des règles intéressantes d'attribution des fréquences qui ne soient pas des règles opaques, développer des contenus locaux, insister sur les logiciels ouverts, travailler sur le A, accessibilité, c'est très important, et c'est là qu'on arrive à constater que l'Afrique, c'est le continent où on a des coûts qui sont très exorbitants en termes d'achat des mégabits, d'accessibilité. Donc, il y a un travail d'encadrement également à faire là-dessus. Et puisqu'il s'agit de penser également la question de l'inclusion, ne pas oublier qu'au-delà de la population ordinaire, il y a des personnes à besoins spécifiques qui ont besoin aussi des applications qui seraient également spécifiques. Et pour terminer, il y a la question de la participation multi-acteurs qui est importante, faire en sorte que toute la population soit associée aux décisions qui sont prises dans le domaine du numérique. Je pourrais développer un petit peu plus, mais voilà à peu près le cadre qui est utilisé par l'UNESCO. Merci beaucoup. Donc, l'accès aux données, c'est un point important dont vous avez parlé. L'accès au financement aussi pour les startups. Vous avez aussi parlé de la question de la cybersécurité, de la sécurité finalement dans cet espace-là. Et on sait qu'il n'y a pas de développement finalement sans sécurité, qu'on soit sur le numérique ou qu'on soit dans la vie réelle. J'ai quelques chiffres. Il paraît que on apprend que la cybercriminalité a coûté 4,12 milliards de dollars en 2021 au continent. Donc, c'est quand même un chiffre relativement important. Par rapport à ce point spécifique, quels sont, à votre avis, les enjeux de sécurité dans le déploiement du numérique sur le continent et sur quoi est-ce qu'on devrait pouvoir travailler? Je ne sais pas si peut-être... Oui, peut-être monsieur aussi. N'hésitez pas sur la question de la cybersécurité. Quels seraient, selon vous, ces enjeux-là spécifiques? Ok, donc sur la question de la cybersécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que pour répondre à cette question et puis pour être dans la dynamique non seulement de la thématique et tout ce qui a été dit, et pour bien comprendre en fait tout mon raisonnement, je vais plutôt partir par me présenter déjà ce que je suis, ce que je représente, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et ce que je compte faire par la suite. Je pense que ça donnerait vraiment bel aperçu. Bon, donc moi je suis Chrysostome Nkumbisamba, donc je suis d'origine congolaise, donc je suis franco-congolais, citoyen européen. Donc j'ai commencé mes études à Brazzaville, donc j'ai fait les mathématiques. C'était les mathématiques appliquées à l'informatique. Et puis, je suis arrivé en France où j'ai fait un master en informatique. Et suite à ce master, donc, j'ai intégré des sociétés de services, puis la francophonie. À la francophonie, je suis resté 20 ans. Donc, j'étais IT manager. Donc, la francophonie, c'est au niveau institutionnel où
justement, mon rôle, c'était de conseiller la francophonie à mettre en place des solutions stratégiques pour répondre à ces besoins de fonctionnement et puis les besoins de fonctionnement dans la mise en pratique en fait, de sa programmation sur le continent africain. Donc, je suis parti de la francophonie en 2014 et suite à cela, donc, j'ai été faire un MBA en management de la sécurité des données numériques. Je pense que c'était, à l'époque, c'était la première la plus haute en fait, formation qu'on pouvait faire en matière de données. Et suite à ça, donc, j'ai eu le choix entre intégrer une entreprise du style Orange, où justement, en fait, me dit que non, en fait, je viens de quelque part, j'ai une double culture. Je pense qu'il faut repartir sur le continent, apporter ce que l'Afrique m'a donné. Et donc là, j'ouvre une parenthèse en disant, de toute façon, à partir de là, je n'attendais pas que l'Afrique me dise ce que j'avais à faire, mais c'était beaucoup plus, effectivement, je voulais apporter en fait à l'Afrique ce que j'avais appris et puis quelque part ma petite pierre en fait à l'édifice. Donc j'ai créé donc le réseau Africa Cybersécurité. Le réseau Africa Cybersécurité, c'est un réseau d'experts multisectoriel, intergénérationnel et intercontinental. Et donc, l'idée, c'était, la première des choses, sensibiliser le politique à toutes les questions liées donc, au numérique versus la cybersécurité. J'ai commencé en 2017. Le plaidoyer, c'était il fallait une stratégie globale de cybersécurité pour l'Afrique. Ce n'était pas gagné. Et ça, je viendrai après. Donc, maintenant, pour en arriver, je me suis attaché en fait à un groupe d'anciens, de doyens, et on a été sur le continent africain. La première fois, c'était donc en Afrique de l'Ouest, et puis tout récemment, donc j'étais on était à Brazzaville, où on a fait donc le premier forum sur la cybersécurité, enjeux stratégiques pour les États. Donc, je suis le président du conseil du comité scientifique. Et suite à cela, donc, on a fait une déclaration sur laquelle, en fait, on a mis en place la Fédération africaine de cybersécurité, dont je suis le secrétaire général. Et puisque vous parlez de cybersécurité, et récemment, l'idée pour nous, c'était utiliser les compétences des anciens pour les transférer à la jeunesse versus le numérique de confiance. Et après, les jeunes, ils pouvaient prendre la suite. Et pour les jeunes qui ont pris la suite, aujourd'hui, je pense que par rapport à ce qui s'est passé au Togo, je pense que c'est une belle réussite pour nous, pour Africa Cybersécurité, puisqu'à la base, il fallait que les politiques parlent de cybersécurité. Et ces choses qu'on a faites, c'est une grande réussite. La deuxième étape, c'est que le numérique, c'est bien. Mais le numérique, ce n'est que la première étape, en fait, d'un long processus qui doit s'étaler sur trois niveaux. D'abord, la digitalisation et l'automatisation. Et puis après, l'utilisation de l'automatisation pour mettre en place des modèles prédictifs. Et justement, en parlant des modèles prédictifs, de l'automatisation et de la digitalisation, j'ai fait le continent africain. J'avais une appréciation avant d'y aller, donc j'y suis allé. Et ce que j'avais constaté, c'est que sur les continents, lorsque je demandais aux jeunes, est-ce que vous avez connaissance du plan national de développement de votre pays? Les jeunes me répondaient, non, on ne connaît pas, il n'y en a pas, on ne sait pas. Et je commence à expliquer. Et à Brazzaville, donc je pense que c'est cette année où ils ont mis en place le plan national de développement de nouvelle génération, où justement, en fait, ils se posent des questions. Comment est-ce que le numérique peut s'intégrer à cela? Déjà au Ghana, donc quand on regarde le plan national de développement du Ghana, le numérique, il est partout. On l'utilise même pour la mise en place de ce plan national de développement. Donc, et pourquoi je le dis? C'est parce que le plan national de développement, c'est le plan qui fixe le cadre, donc, qui est la boussole du pays. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on veut utiliser le numérique, il faut penser à l'utiliser par rapport à ce cadre-là. Et ce cadre doit justement intégrer la notion de cybersécurité. Et justement, en fait, ce cadre intègre la notion de cybersécurité parce que je vais être schématique, parce que lorsqu'on parle de cybersécurité, pour faire simple, pour que tout le monde retienne,
Je parlais de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas prendre sa moto, aller sur l'autoroute et attendre qu'un accident arrive pour chercher à mettre le casque. Donc la sécurité, c'est avant de monter sur la moto, je mets mon casque. Donc ça veut dire qu'en fait, que la cybersécurité, elle doit être pensée bien avant en amont. Et lorsque je dis bien avant en amont, et pourquoi j'intègre en fait la notion de plan national de développement, ça veut dire que la cybersécurité doit être intégrée au moment de l'élaboration du plan national de développement. Et pour terminer, lorsque je parle de... C'est vrai que là, par rapport à ce qui s'est passé au Togo, où justement, en fait, là, donc, les politiques commençaient à parler de cybersécurité, mais il y a un élément fondamental qui est revenu. OK, nous parlons de cybersécurité, c'est très bien, mais en fait, il y a un déficit au niveau capacité humaine, en fait. Là. La formation des talents. Et la formation des cadres, la formation des talents. Et c'est là où, justement, en fait, nous, on intervient, puisque pour nous, il est essentiel, en fait, de mettre l'humain tout au début, tout au centre, et surtout, en fait, dans une logique de transfert de compétences. Okay. Et pour terminer, si je peux me permettre, et comme, en fait, par rapport à notre démarche, on a incité toutes les parties prenantes, et aujourd'hui, je pense que la partie qui manquerait, et pour laquelle, effectivement, ces journées doivent être capitales, c'est l'apport de la diaspora dans cette transformation numérique axée sur la sécurisation du patrimoine informationnel de l'Afrique. Okay. Je pense que là, comme on dit, ce qui est fait en votre absence est fait contre vous, ce qui fait que si cela est fait en l'absence de la diaspora, eh bien, ça sera contre la diaspora. Donc, à la diaspora de s'imposer en la matière. Vous avez évoqué la question de la formation. J'ai cru comprendre qu'au-delà des logiques d'infrastructure, le groupe Orange intervient aussi sur d'autres éléments, notamment sur la formation pour le développement du numérique sur le continent. Oui, effectivement, il y a plusieurs éléments avant de venir à la formation, parce qu'encore une fois, pour revenir à la thématique du panel, le prérequis pour un numérique levier d'une croissance durable en Afrique, c'est effectivement les réseaux. Mais après, on fait face à une problématique, à savoir qu'on a aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants en Afrique qui ont la couverture réseau, mais n'utilisent pas Internet mobile. Alors pourquoi? Alors d'abord, effectivement, monsieur l'a évoqué, le coût de la data, même si beaucoup d'efforts ont été faits et que l'accès à l'Internet mobile a été démocratisé. Si je prends juste l'exemple du Sénégal, en 4 ans, de 2016 à 2020, le prix du giga a baissé de 86%. Je peux citer aussi au Maroc, aujourd'hui, il y a des forfaits illimités à 2 €. Donc je pense qu'on est en train, en tout cas, sur ce volet, de progresser significativement. Deuxième élément, c'est le coût des équipements. C'est vrai que des téléphones mobiles restent chers. Donc nous avons lancé notamment un smartphone 4G à bas coût, le Sansa, qui est à 30 € et avec parfois des facilités de paiement. Donc ça, c'est vraiment le deuxième niveau. Accompagner les usages, et là j'en viens à la formation, c'est absolument central. Pourquoi? On sait que pour soutenir sa croissance, le continent a besoin de 230 millions d'emplois liés au numérique. Donc, c'est extrêmement important de développer les compétences numériques de nos jeunes et de nos femmes. Je dis et de nos femmes parce que les femmes sont plus éloignées du numérique, les femmes ne sont pas assez nombreuses dans les filières liées au numérique, donc ça c'est très important. Donc pour cela nous avons plusieurs actions, je citerai la plus emblématique qui sont nos Orange Digital Center que nous allons déployer dans tous les pays, les 27 pays où le groupe est présent. Nous avons commencé par l'Afrique, c'est une idée qui vient de l'Afrique, d'Orange Tunisie en l'occurrence. Et concrètement, qu'est-ce que c'est un Orange Digital Center? C'est un centre de formation, un lieu unique, gratuit, accessible à tous, où l'on propose des formations au code, des accompagnements pour des porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs porteurs de projets, avec un impact
immédiat sur l'emploi de ces jeunes parce que nous concevons les formations en lien avec les besoins des entreprises locales. Ce qui fait qu'on a des taux d'employabilité à la sortie des Orange Digital Center impressionnants, que ce soit à Dakar, à Amman, à Tunis. 95% des jeunes qui sortent de nos Orange Digital Center trouvent un emploi à la clé parce que justement on les forme aux métiers dont on a besoin en data, en IA. On commence avec la cybersécurité. On attire aussi des partenaires. Aujourd'hui, on a des Amazon Web Services qui fait des formations, qui dispense des formations dans nos Orange Digital Center ou encore Google. Donc c'est vraiment la clé, la formation. Ok, merci beaucoup, Madame Tchogui. On m'annonce qu'on a, on a l'honneur d'avoir avec nous Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Patrick Mouyaya, que je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. C'est un réel honneur de vous avoir avec nous. Monsieur le ministre est aussi en charge de la question, des questions de l'économie numérique, n'est-ce pas? On a parlé tout à l'heure, le professeur Kiyandou donnait l'exemple des robots de la RDC. Donc on voit que le numérique en RDC, au-delà juste des discours, c'est réellement quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est dans la vie des populations. Peut-être pour déjà vous donner l'opportunité de vous présenter, vous accueillir et nous dire comment est-ce que la RDC, qui est quand même un pays important sur ces sujets-là, traite des questions du numérique via votre département. Je crois que vous avez le micro. Alors, bonjour à tous. Merci. Désolé d'abord de vous joindre avec ces quelques minutes de retard, le temps d'adaptation climat de Bordeaux. J'espère que mon nez n'est pas très enroué. Alors, une petite rectification. Je suis ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et donc, dans notre gouvernement, pour la première fois, on a créé un ministère dédié au numérique. Alors, s'il y a bien deux ministères qui travaillent au quotidien de manière régulière, c'est les ministères de la communication et les ministères du numérique. Parce que, bon, il y a des choses qui se recoupent beaucoup, mais je pense que l'idée du président de la République à créer ces ministères, c'est justement parce que nous, on considère que c'est dans les numériques qu'il y a les mines de temps modernes. Tout à l'heure, vous avez entendu Madame Tchungui dire qu'il fallait 230 millions d'emplois. Je ne vois pas un secteur qui peut, en un temps relativement court, générer autant d'emplois. Mais je pense qu'avant même d'aller dans les détails de ces choses, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une compréhension globale au niveau politique de ce que le numérique peut représenter, à la fois pour ce qui concerne la sécurité du pays, à la fois pour ce qui concerne l'emploi, l'encadrement des jeunes, et toutes les différentes applications que le numérique peut comporter. Parce que je suis sûr que beaucoup de nos pays africains, en tout cas nous en République démocratique du Congo, on n'a pas encore réussi pleinement à commencer cette révolution. Parce que moi, je considère que c'est une révolution. Je vous donne un exemple simple. Ministre de la Communication, on se dit, il faut regarder à quoi ressemblent nos gouvernements en ligne. Il faut regarder à quel type de protocole répondent nos sites Internet. Sont-ils sécurisés au sens numérique du terme? Regardez nos identités graphiques, simplement. Les comptes Twitter. Est-ce que si vous parcourez, vous faites une forme de monitoring de gouvernements africains, est-ce que vous serez sûr de retrouver la même charte graphique pour les différents comptes Twitter, les différents comptes Facebook, les sites Internet? Ça peut vous paraître banal, mais c'est le point de départ qui, de notre point de vue, donne une idée de la compréhension même de l'enjeu, pour ce qui concerne ne fût-ce que l'organisation à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, il y a d'autres déclinaisons, mais pour l'essentiel, il faut d'abord qu'il y ait une compréhension politique de la question du numérique dans sa transversalité, parce que comme la communication, les numériques s'appliquent partout, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans les... Donc si vous n'avez pas une compréhension globale de ces choses, je suis sûr que vous n'y arriverez pas. Le comprendre vous donnerait tout de suite
les idées pour voir comment vous vous y préparez. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est ça la grosse question que je me pose régulièrement, est-ce qu'en Afrique, on forme suffisamment de jeunes en fonction de nos besoins? La tendance, moi, c'est de voir, j'ai l'impression qu'on fait plus souvent, on fait le droit, on fait l'économie, c'est des choses classiques. Combien d'ingénieurs forme-t-on? Parce que je suis sûr que le continent africain, c'est le continent où on doit le plus construire des infrastructures routières, les ponts et les restes. Et donc, lorsqu'on a compris l'enjeu du numérique, le premier focus qu'il faut faire, et c'est ce qu'on essaye de développer régulièrement avec, on a plein d'incubateurs, il y en a même un de 12 000 mètres carrés qui sera inauguré l'année prochaine. On y travaille avec des Belges, ils disent que ce sera le plus grand d'Afrique. Bon, je ne vais pas vérifier, mais c'est pour vous donner une idée de comment nous, on a compris et comment nous, on y investit pour être sûr que nous ne ratons pas cette révolution, parce que pour moi, c'en est une. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, on voit bien que vous revenez sur la question de la transversalité. Donc, le numérique doit être apprécié à tout point de vue. Et je trouve intéressant justement le monitoring sur les différents sites ou les comptes des réseaux sociaux des gouvernements. C'est vrai que si on fait cette étude-là, on est assez rapidement éclairé sur quel est le niveau de prise en compte finalement du numérique sur le sujet. Vous avez aussi évoqué la construction d'un incubateur à Kinshasa, j'imagine, de 12 000 mètres carrés. C'est quand même assez important. Je pense que ça va être encore plus grand que Station F que nous avons en France. Mais justement, sur cette question-là, pour accompagner des porteurs de projets, on a Basli Yorubi avec nous. On voit que le numérique a aussi un impact sur des questions d'entrepreneuriat. Finalement, M. Kiendo parlait tout à l'heure de la question de l'accès au financement. Comment est-ce que le numérique peut aussi contribuer à l'accès au financement des startups sur le continent? Est-ce que vous avez des exemples précis à partager avec nous? Absolument, mais avant de donner les exemples, je vais quand même donner un petit constat, un petit rebondi un peu sur ce que Mme Tungui et aussi surtout ce que M. Nkumbi Samba a dit, notamment M. le ministre, et bien sûr raconter un peu mon histoire, parce que cette Afrique-là, on l'aime bien, cette Afrique des différentes générations, de la diversité, de la mixité, puis bien sûr donner des exemples concrets de start-up aujourd'hui qui résout ce problème-là. Alors le conseil, il est simple. 20% aujourd'hui des technologies financières sont considérées globales et fintech. Un autre constat, la corruption aujourd'hui en Afrique lui coûte 400 milliards. Quand je dis corruption, que ce soit les transferts d'argent, parce que c'est bien que la diaspora envoie de l'argent pour soutenir, puisque c'est la diaspora aujourd'hui qui soutient le continent le plus par rapport à toutes les aides cumulées des organisations internationales, etc. Mais quand cette diaspora-là envoie de l'argent et que cet argent ne peut pas contribuer à la transformation du continent, il y a un problème. Et donc là maintenant, au lieu de rester dans cette Afrique de problèmes, on va aller maintenant sur l'Afrique que Mme Tungui a présentée, l'Afrique des possibles, l'Afrique où on ne parle plus de problèmes, mais où on parle de solutions. Et cette Afrique-là, elle existe. Et c'est pour ça que je parle un peu de mon histoire. Mon histoire commence en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi à Côte d'Ivoire, dans un quartier qu'on connaît tous, celui de Yopougon. On connaît aussi Aya de Yopougon, un dessin animé qui nous a tous fait vibrer. Mais de Yopougon, je me suis retrouvé dans la Silicon Valley, faire des événements de la tech, au siège de DocuSign, au siège de Facebook, au siège de Draper University, mais des endroits qui, dans mes rêves, je ne pouvais jamais aller là-bas. Et j'ai organisé des événements, pas des événements afro-descendants, mais c'est des événements internationaux, parlant anglais. Cette Afrique-là existe, mais comment y arriver? Alors, pour y arriver, c'est simple. Aujourd'hui, pour moi, il faut se concentrer sur 4 leviers importants dont on a évoqué pendant cet échange. Les infrastructures, la souveraineté numérique. Aujourd'hui, des gouvernements utilisent, je ne les citerai pas parce que voilà, il faut attention à ce qu'on dit, mais des gouvernements utilisent WhatsApp pour échanger. Certains gouvernements utilisent des adresses Yahoo Mail ou Gmail. Ça, c'est abject. J'ai travaillé pour le gouvernement de Côte d'Ivoire en tant que Head of Digital. J'étais le premier Head of Digital du gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai géré toute la transformation digitale du gouvernement au niveau réseaux sociaux, Facebook. Et quand monsieur le ministre a parlé de la charte graphique, ça m'a fait sourire, parce que j'ai travaillé dessus avec le gouvernement ivoirien. Mais on doit travailler énormément sur ces sujets-là. On a aussi les produits d'innovation, et notamment l'éducation financière.
Et là, maintenant, on va parler du sujet de comment le financement des startups peut être un levier de transformation. Aujourd'hui, le vrai sujet des startups en Afrique, c'est quand on reçoit cet argent-là, on lève 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Est-ce qu'on a l'éducation financière qui nous permet de faire de l'optimisation fiscale, de faire des économies de masse, d'avoir l'État comme partenaire? Parce que souvent, on ne veut pas payer les taxes, mais ce sont les taxes qui font vivre un pays. Ce sont les taxes qui font aussi vivre l'économie. Donc, il faut éviter l'évasion fiscale, mais contribuer au développement du pays et comprendre que c'est toute une éducation. Alors, les startups qui aujourd'hui sont dans le concret, et cette Afrique des solutions-là, je l'aime bien. C'est une Afrique où on parle aujourd'hui de medtech, parce que la santé, c'est vital. Aujourd'hui, dans le bassin du Congo, vous avez énormément de faux médicaments qui circulent, les pilules. Un jeune Africain qui meurt, c'est des emplois qui meurent. Il ne peut même pas lever des fonds s'il n'est pas en bonne santé. Ensuite, on a l'éducation, les techs. Si je ne sais pas comment utiliser, financer l'argent que j'ai réussi, je ne peux pas faire de l'investissement dans la crypto-monnaie, tous ces trucs nouveaux, Web3 et tout, je ne pourrais pas développer ma boîte. Ensuite, on a cette Afrique-là de la Logitech. Si je ne peux pas quitter Kisangani pour me retrouver à Abidjan par la route, sachant qu'aujourd'hui c'est difficile, on est obligé de prendre des avions, ça coûte extrêmement cher. Le micro. Et ensuite, les techs. Et donc, les exemples de startups qui résolvent des problèmes concrètement, on a par exemple le cas de Mozabi, startup sierra-léonaise qui aujourd'hui forme chaque personne qui finit. Gardez le micro, je pense qu'il y a... N'hésitez pas à garder le micro près de votre bouche. Parce que... Okay. Ouais, pardon. Et donc, il y a Ejara, Mozabi qui disait, comme je disais, start-up sierra-léonaise, qui forme aujourd'hui la plupart des gens qui reçoivent du financement parce que c'est un système de wallet. Il y a Ejara qui est une plateforme qui permet aux francophones d'accéder aux diverses offres d'investissement, d'actions fractionnées, crypto et aussi d'autres produits financiers. Synetpay qui est le premier agrégateur de paiement Visa et Mastercard en Afrique francophone. Et on a aussi une initiative aussi de la Banque africaine de développement qui est l'AFDI, African Digital Inclusion Facilities, qui éduque aujourd'hui les Africains à trouver du financement. Donc, le moyen, en une phrase, de trouver du financement quand on est en Afrique et quand on est une start-up et quand on est orienté solution, c'est deux choses. Number one, c'est vraiment s'éduquer à la finance et l'économie numérique. Donc, il faut la comprendre. Et la deuxième chose, c'est utiliser le Web3 avec les technologies blockchain, puisque la blockchain permet de résorber le sujet de la corruption en Afrique. Voilà. On voit donc qu'il y a énormément de solutions. Ce n'est pas les solutions qui manquent finalement sur le continent. Absolument. On voit qu'il y a des startups qui font des choses. Je ne sais pas si, peut-être, monsieur le ministre, vous avez une réaction. On sait que le Congo, la RDC fait partie justement des pays aussi où on a un vivier très intéressant de startups. Une réaction sur les propos de monsieur Yorobi? Mais je suis très satisfait de voir que justement, lorsque nous parlions de récits, de nouveaux narratifs, que nous avons nos champions et qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à tous ceux qui émergent dans la Silicon Valley parce que nous, on a notre contexte, on a nos champions locaux. Je vous donne un exemple. Il existe en République démocratique du Congo une application qu'on appelle School App qui permet aux enseignants, à la fois aux élèves, de suivre de cours. Nous étions dans le temps de Covid ici, et cela a été exporté en île Maurice et dans d'autres pays africains. D'un jeune qui a gagné un concours qu'on appelle Seedstar, je crois, c'est un concours international qu'on organise en Suisse, et qui a pu lever pour un premier fonds 1 500 000 $. Ça peut paraître beaucoup peu, mais en tout cas, aujourd'hui, Schoolap est une application des références qui s'exportent à travers le continent. L'avantage, justement, d'avoir des jeunes qui comprennent comment le monde évolue, c'est que ça vous permet d'aller plus vite. Mais évidemment, moi, je veux revenir encore sur le rôle de l'État par rapport à la compréhension de ces choses. Parce que c'est un domaine qui est relativement nouveau. Il faut s'assurer qu'on a quand même une législation qui le protège. Et fort malheureusement, moi qui vous parle, c'était, je pense, en 2015 ou 2014. À l'époque, j'étais encore élu. J'avais organisé avec le concours de Google le premier Startup Weekend à Kinshasa. 2014. Et donc, 150 jeunes, et puis, ils ont pitché, et puis on a réussi à gagner, à prendre les 10 premiers projets. Mais il y avait quand même une petite difficulté que j'avais notée à l'époque, c'est que parfois, les jeunes ont du mal à travailler ensemble. Bon, après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs,
Mais j'ai aussi remarqué que l'emploi ou l'entrepreneuriat était une culture. Ça veut dire que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, dans une société très matérialiste, où au moindre gain, on va acheter un iPhone, on va acheter un sac Gucci, et parfois, on se délaisse des moyens qui auraient pu permettre à l'entreprise de prospérer. Alors, la première démarche que nous avons faite, c'est de dire, tous ces jeunes qui travaillent dans les nouveaux filons, dans les startups, qu'on le regroupe au maximum. Parce que l'État, c'était un adversaire, entre guillemets, méchant. C'est pour ça que même le grand patron s'est réuni sans syndicat avant de fauter l'État. Parce qu'ils vont vous dire, moi j'ai commencé ma petite boîte, mais on me demande de payer ceci, de payer cela, de payer cela. Mais lorsque toutes ces petites boîtes se mettent ensemble comme corporation, et on les porte devant l'État et on lève des options, que voilà, vous venez d'arriver, on vous accorde telle ou telle autre facilité, ça vous permet de les encourager d'abord à venir vers vous, l'État. Ensuite, si vous réussissez à les structurer, l'idée pour nous, et c'est d'ailleurs l'idée qu'on a implémentée à travers, je pense, Ingenious City, c'est de dire le jeune qui vient avec les idées, c'est des créateurs. Ils ne sont pas forcément administratifs, ils ne sont pas forcément financiers, ils ne sont pas forcément marketeurs. Vous arrivez à les regrouper dans un incubateur où vous leur assurez un certain nombre de services, notamment la gestion administrative ou la gestion financière ou un peu de marketing, et vous les laissez développer leurs idées. Je pense que c'est une stratégie qui nous permet aujourd'hui en RDC de voir, en tout cas il y a Basic, on a des applications qui ressemblent à Apple Music, Basic, qui répertorie la musique congolaise. Dernièrement à Goma, au festival à Mani, il y a encore d'autres applications du même genre qui ont été présentées. Donc nous considérons qu'il faut nous assurer que nous avons les lois qui vont avec, que nous définissons un régime qui assure un certain encadrement qui permettent à ces projets d'atteindre leur maturité. Ensuite, c'est peut-être le plus difficile, il faut travailler à la création d'un véritable écosystème parce que l'investissement pour le développement du numérique est quand même assez coûteux. Lorsque Orange doit se déployer, par exemple, il doit amener une antenne qui coûte 250 000 $. Là où il amène son antenne, il faut qu'il amène l'électricité, il faut qu'il amène la sécurité, il faut qu'il amène une partie de la route. Donc, le jour où nous, gouvernement, on va s'assurer que nous assurons le minimum en termes d'accès à l'électricité, d'accès aux infrastructures routières, ou à l'eau, ou à la sécurité, je suis sûr que cela faciliterait davantage d'investissements. Sûrement que Madame Tchungi sera d'accord avec moi, parce que c'est des choses que je vis au quotidien, parce que je travaille notamment avec les télécoms sur ces questions d'accompagnement des jeunes. Voilà. Oui, je pense que Mme Tchungi sera d'accord. Oui, Monsieur Nkumbi. N'hésitez pas, ce sera aussi peut-être votre mot de fin. Après, je vais donner la parole en fait, aussi aux différents ça sera mon mot de fin. Ça pourrait être mon mot de fin. Et je joue ce rôle aussi, en fait, entre vitesse, enfin, en mettant un petit bémol entre vitesse et précipitation. C'est ce que j'ai dit et je le répète, et je pense que ça va être mon mot. Aujourd'hui, la technologie, je pense, en fait, elle est suffisamment mature. Okay? Mais derrière la technologie, en fait, il y a des enjeux de société. Et je prends pour exemple, et ça je le dis, lorsqu'on développe, ça c'est très bien, mais ce qui s'est passé réellement il y a 2 semaines, en fait, c'est le câble sous-marin qui est arrivé au Togo. Okay? Et à partir de ce câble sous-marin, on a eu 2 communications. Donc, il y a la communication politique qui se félicite donc, de l'arrivée du câble et il y a la communication en fait, commerciale derrière qui dit maintenant que le câble est arrivé, prochaine étape, ce sera la libre circulation des données. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, que la donnée devient à part entière en fait une entité juridique. Et pour terminer, voilà, par rapport à tous ces rêves en fait qu'on a fait, l'Afrique des solutions, je rêve en fait d'une Afrique complètement connectée. Voilà. Moi, je rajoute en fait un autre scénario, le cas où, pour X raisons, voilà, les sociétés qui sont devenues presque des para-étatiques mettent un embargo sur les données. Ça va être le blackout en fait. Là. Donc à ce moment-là, il faut se préparer bien avant. Et c'est ça l'intérêt même en fait donc de la cybersécurité. Et c'est là où Africa Cybersécurité joue tout son rôle. Voilà mon dernier mot. Oui, merci beaucoup. Monsieur professeur Kiyendou.
Ben, beaucoup de choses ont été dites et je partage effectivement tout ce qui a été dit. Donc moi, ce que je peux ajouter, c'est que nous nous sommes beaucoup intéressés au numérique de façon générale. Mais il est important qu'on regarde davantage aujourd'hui vers le numérique avancé. C'est de ça que va dépendre la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire quoi? Penser au développement de l'intelligence artificielle, penser au développement de la robotique collaborative, penser au développement de tout ce qui est lié aux data. Et donc, c'est autour de ça, la blockchain aussi, qu'on va pouvoir développer l'industrie du futur. Et donc, ça demande effectivement un certain nombre de compétences, mais aussi un certain nombre d'infrastructures. Et certaines de ces infrastructures coûtent très cher et ne sont pas forcément à la disposition des États, ou en tout cas, les États n'ont pas la possibilité de les mettre en place. Je pense aux supercalculateurs, par exemple. Ces supercalculateurs, on commence à les voir. Il y a le Maroc qui en a un qui est très puissant, il y a le Sénégal qui en a un très puissant, mais ça ne sert à rien souvent d'avoir un supercalculateur quand on n'a pas la recherche derrière qui suit. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir mutualiser et de mettre en place des politiques sous-régionales. Ça pourrait être fait à partir de l'Union africaine ou à partir de la CEMAC ou de l'UMOA, mais il faut qu'il y ait une harmonisation qui soit faite entre différents pays. Ça ne sert à rien de créer une grande école internationale de l'intelligence artificielle dans tel pays sans qu'il y ait des collaborations avec le pays d'à côté. Kinshasa, Brazzaville sont les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Ce serait intéressant qu'on puisse avoir des collaborations effectives là-dessus. On vient de créer un centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle à Brazzaville. Je fais partie du comité, du comité technique. Mais il faut qu'on voit maintenant quelle va être l'implication des autres pays africains dans le développement de ce centre africain, dit africain de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on arrive à sortir des visions nationalistes pour avoir une vision aujourd'hui panafricaine ou une vision africaine. En Europe, on pense européen, il faut qu'on arrive aussi à penser africain. Et je pense que ça, c'est très important. Et pour terminer, la dernière chose, c'est que effectivement, le numérique, c'est quelque chose de large qui peut permettre beaucoup d'avancées, mais nos politiques ont un certain nombre de priorités. Et je crois qu'il faut penser aussi à aligner le développement du numérique sur les priorités nationales. Généralement, ces priorités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'agriculture. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va davantage se focaliser. Pour terminer, je fais un peu de publicité. Au niveau de la chaire UNESCO, nous avons une idée géniale pour laquelle nous sommes en train de chercher des personnes qui pourraient nous appuyer là-dessus, aussi bien en termes de ressources humaines que de ressources financières. C'est de créer un observatoire africain de l'intelligence artificielle. Et cet observatoire africain pourrait permettre de mettre ensemble toutes les données que les chercheurs pourraient trouver, mais aussi de permettre des espaces de collaboration, des espaces de rencontre entre les besoins en termes d'intelligence artificielle et l'offre en termes d'intelligence artificielle, et tout cela, que tout cela se fasse dans une vision panafricaine, pas uniquement une vision nationale. Je ne développe pas tout le projet ici, mais ceux que ça intéresse pourraient m'en parler s'ils le souhaitent. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, professeur Kiyindou. Monsieur le ministre, votre mot de fin, on a parlé de vision panafricaniste de Kinshasa et de Brazzaville, qui sont les capitales les plus proches. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de collaboration entre les 2 capitales. Quel serait votre mot de fin pour conclure ces échanges? Évidemment, il y a beaucoup de collaboration. Hier, mon compatriote, je l'appelle comme ça, parce que c'est tous les 2 Congos, m'a rappelé que j'avais participé par visioconférence, on parle numérique, à un atelier qui a été organisé à Brazzaville sur la cybersécurité. Et donc, j'ai reçu les équipes, et donc il y a évidemment des interactions qui se font à ce niveau. Mais je pense encore que, comme je le disais hier, l'Afrique, de manière générale, s'il faut considérer l'Afrique comme un pays,
vous allez voir que les choses iront plus vite. Parce qu'en réalité, dans nos pays, nous faisons face aux mêmes défis. Accès à la santé, accès à l'éducation, problème d'infrastructure, problème d'énergie. C'est partout, sur tous les pays du continent au sud du Sahara, sauf quelques spécificités culturelles. Alors, aujourd'hui, nous avons tous compris que pour résoudre les problèmes rapidement, il faut être ensemble. Il faut casser les barrières. Parce qu'il y a quelque chose qui est toujours très choquant. Il est plus facile pour un Européen de voyager sur le continent que pour un Africain de le faire. Pour aller peut-être au Cameroun ou en Guinée, vous passez par Paris et de Paris, vous revenez. Et donc, vous voyez tout ce que cela peut représenter en termes d'enjeux. Mais ce qui est bien, c'est que je sens de plus en plus que, par exemple, sur la question du numérique, il y a une véritable compréhension de ce que ça peut représenter comme accélérateur du processus de développement. Une chose est de le comprendre, une chose est de mettre en place des dispositifs. J'insiste encore le loi. Je vous partage une expérience, j'espère que vous n'en rigolerez pas. C'était en 2015. Nous sommes partis dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie voir le président malgache à l'époque, je pense Ravalomanana, Marc, et on a commencé à parler du numérique. Et tout de suite, sa première réaction, il dit non, il ne faut pas parler de ça. Ça amène beaucoup de haine. Parce que dans la compréhension du numérique qu'il avait, c'était WhatsApp, c'était Facebook, c'était les réseaux sociaux. Et malheureusement, cette vision que beaucoup de politiques ont, c'est une vision très réductrice qui tout de suite les met dans une posture d'hostilité ou d'opposition. Ils se disent non, si on développe cette histoire, donc ces gens-là vont continuer à nous rentrer dedans matin, midi, soir, parce que fort heureusement ou malheureusement, les réseaux sociaux servent des défouloirs, y compris des choses les plus inimaginables. Et donc, il y a aujourd'hui un besoin de compréhension de l'enjeu au niveau politique, ensuite voir comment faire justement des interactions, en tout cas pour ce qui nous concerne en République démocratique du Congo. Le monsieur qui vous parle là m'a fait la démonstration comment il a été celui qui a poussé le conseiller numérique du président Tshisekedi à faire un certain nombre de choses. Il est de Brazza, mais nous nous sommes enrichis de son expérience. Et je pense aussi que mon ami d'Abidjan ou d'ailleurs, c'est d'où d'ailleurs l'importance d'avoir ces types de réunions où on se découvre de talents, où on peut faire des ponts pour avoir des solutions africaines aux problèmes africains. De toute évidence, le monde est en train de changer. Et je terminerai par là. Nous, on a organisé en RDC il y a quelques mois, grâce à Madame Vera Songwe, qui travaille, je pense, à la Commission ECOFIN des Nations Unies, une conférence sur la transition énergétique. On a imaginé que l'Afrique, à travers 8 pays, Maroc, RDC, je crois, Niger, jusqu'au Madagascar, pouvait, à ce 8 qui s'organise, être le champion dans la transition énergétique. Ça veut dire dans la fabrication de composants pour les batteries, lithium, cobalt. Et donc, si on met en place une chaîne de valeur africaine, ne fût-ce que sur ce point, le monde ne fera jamais son nom. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant peut-être de laisser le mot de fin, merci à Madame Tchongui. Je vais donner peut-être 1 minute à Monsieur Yorubi, mais très rapidement 1 minute pour votre mot de fin avant de laisser Madame Tchongui conclure la table ronde. Pas de souci, je vais faire l'effort de finir en 1 minute. Je m'appuie sur ce que les mots des différents intervenants et surtout celui du Monsieur le ministre. Quand on parle de transition énergétique, on peut aussi parler de transition numérique. S'il y a une chose qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit, le numérique est un vecteur d'égalité de chance. Mais le numérique aussi peut être un accélérateur des différences et des inégalités. Et surtout, quand il s'agit de la souveraineté numérique. On ne peut pas parler de numérique si on ne sait pas se protéger vis-à-vis du numérique. Et donc, la dernière chose que je dirais, parce que je peux pas parler pendant des heures, c'est que l'Afrique des possibilités existe. Nous, à notre échelle Connectix, on s'est rendu compte qu'on a voulu lever des fonds dans le monde entier. On nous rappelait tout le temps, votre truc est intéressant, mais est-ce que ce n'est pas pour l'Afrique? Non, on a dit c'est un tout global, c'est un projet global. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, nous formons nos investisseurs. C'est-à-dire que les gens qui vont investir chez nous, souvent on dit mais les Africains n'investissent pas dans les startups, ils n'ont pas d'argent. C'est faux. Ils ont de l'argent, c'est juste qu'ils ne connaissent pas le numérique. Donc nous, aujourd'hui, on forme nos investisseurs et on est en train de préparer une levée de fonds de plus de 1,5 million de dollars. Et on prend le temps. Mais retenons ceci, l'Afrique des solutions existe. Le Web3, la blockchain, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, on l'a dit, et l'Afrique connectée aussi existe. L'Afrique des solutions existe.
l'Afrique des solutions numériques existe aussi. Madame Tchougui, merci de conclure ces différents échanges. On a eu énormément de propos, je pense, particulièrement intéressants sur les différents aspects. Et je pense qu'après, on aura quelques pitchs de start-up, je crois, après la table ronde. Enfin, je vais voir avec l'organisation. Mais allez-y, Madame Tchougui. Oui, je dirais que les pouvoirs publics, les entreprises, en particulier des grands opérateurs dans le numérique comme Orange, je pense que nous partageons cette responsabilité commune de faire éclore une génération de digital natives éclairés. Et tout commence par l'éducation et tout commence à l'école. Et je voudrais conclure avec ce programme emblématique que nous avons la chance de déployer chez Orange, qui est notre programme École numérique, où depuis plusieurs années déjà, nous équipons nous avons équipé plus de 1000 écoles sur le continent en tablettes, avec des contenus pédagogiques en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale, des contenus développés aussi, ludo-éducatifs développés par des éditeurs locaux, avec alors déjà le premier impact, le taux d'absentéisme dans les classes équipées baisse drastiquement. Et le deuxième, le taux de réussite scolaire augmente. Et j'ai commencé par une histoire, je terminerai par une histoire parce qu'elle est symbolique de ce numérique responsable pour le développement du continent. Ces élèves équipés de tablettes, nous les accompagnons pour participer au concours Wiki Challenge. Et donc, ils écrivent des histoires sur leur culture. Et c'est une école du Cameroun, dans une zone rurale, à Bolova, qui a gagné le premier prix. Donc, vous imaginez comment des élèves en milieu rural peuvent propulser leur récit sur la plus grande encyclopédie mondiale, et je trouve que c'est le symbole aussi de comment le numérique peut ramener résolument le continent dans la cour des grands sur la scène mondiale. Merci beaucoup, Madame Tchougui. Je vous prie d'applaudir, de remercier nos participants. Restez avec nous, on aura des pitchs, on a 3 pitchs. Vous aurez aussi l'occasion de voir cette Afrique des solutions, hein, cette Afrique qui bouge. Je ne sais pas si on a nos trois pitchers. Je vais peut-être commencer par appeler Madame Corinne Maurice Ouattara de Pass Santé Mosso. Est-ce qu'elle est avec nous? Oui, applaudissez pour elle. Ensuite, monsieur Mohamed Diaby et Madame Apolline Kéou, si vous êtes dans la salle, préparez-vous. On va peut-être vous donner la solution. On a beaucoup parlé justement des solutions. On a parlé de cette Afrique qui bouge, de cette Afrique qui se développe. On a de très belles solutions qui se mettent en place. Je vais vous donner un micro. Merci. Donc, Madame Ouattara, vous travaillez donc sur la santé numérique. Est-ce que vous pouvez en 3 minutes, parce qu'on est en mode de pitch, en 3 minutes nous dire en quoi consiste votre solution, pourquoi vous l'avez lancée et dire quelles sont les prochaines étapes de développement. Allez-y. Alors, bonjour à tous. Je suis Corinne Maurice Ouattara, ivoirienne, entrepreneur, résidente à Abidjan. Et effectivement, j'interviens dans le domaine de la e-santé. Nous partons d'un constat, la difficulté à prendre en charge des personnes qui, inconscientes, arrivent dans des centres de santé dont on ignore tout sur ces personnes, ou encore, même quand elles sont conscientes, le centre de santé ignore tout sur ce patient. Et après, ça part d'une histoire de vie. Moi-même, épileptique enfant, asthmatique, et donc je tombais constamment sur le chemin de l'école. Il était assez difficile de me prendre en charge. Et donc, face à cette situation, nous avons pensé, depuis 2014, travailler sur un projet qu'on a appelé le Pass Santé, qui est de permettre la mobilité de l'information médicale, d'avoir sur soi quelque chose qui était à même de communiquer pour nous quand on était dans l'incapacité. Donc, c'est une plateforme qui est web et qui est mobile, donc qui s'associe à un support. Ça peut être une carte, un médaillon ou un bracelet. Moi, je le porte en bracelet. Donc, je suis ici avec mes informations, ce qui va permettre, s'il y a un problème ici, qu'on puisse m'assister. Alors, le pass a commencé effectivement sur fonds propres et je rejoins quand on dit que par moment, les gens ne savent pas ce qu'on fait, pourtant les réalités sont bien là. Je me rappelle que quand je suis allée la première fois à mon ministère, on m'a chassée.
Et après, 4 ans après, je crois que j'ai eu la convention avec mon ministère de la Santé parce que j'ai pris sur moi-même pour faire des tests pilotes et présenter les réalités en présentant les fractures entre les zones urbaines et les zones rurales, en présentant le manque de spécialistes par moment, en présentant également le fait qu'il y a besoin d'un suivi de ces patients-là. Très souvent, ce n'est pas la consultation, mais c'est le suivi pour ces personnes et surtout pour les femmes en couche également et le rapport mère-enfant. Donc, ça m'a permis d'avoir des conventions avec mon ministère de la Santé, d'être accompagnée par l'OIF, le PNUD, d'être aujourd'hui en déploiement avec le bureau de poste. Donc, on a signé avec la Poste pour pouvoir déployer sur les 200 bureaux de poste. Donc aujourd'hui, le Pass Santé Mousso continue d'avancer son déploiement. Tout seul, on avance, mais on a la chance aujourd'hui d'être accompagné quand même par nos États. La Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle le Startup for Gov, qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs, avec leurs solutions tech, de pouvoir lancer des pilotes au sein des institutions publiques. Et donc, nous faisons partie de ce groupe-là et c'est comme ça que nous déployons. Super, merci beaucoup. Merci. Peut-être en attendant que monsieur Diaby ne vienne, je ne sais pas si vous avez une réaction. Je prends le micro. Attendez. Une réaction? Allez-y, vous avez le micro. J'en profite, j'ai été plus prompte pour le micro, pour vous féliciter, pour vous encourager, et ce d'autant plus qu'on sait que les femmes osent moins se lancer dans les startups, dans la tech, alors qu'on a besoin d'elles, donc bravo et plein de succès pour la suite. Merci beaucoup Madame Ouattara. Non, oui, Monsieur Diaby est dans la salle? Non, ok. Madame Kéou, Madame Apolline Kéou. Il n'est pas là. Bon, on avait 2 opportunités de... Pardon? Ok, ben il est en train de descendre. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions. On a des problématiques qui reviennent, c'est des problématiques d'accès au financement. Je pense aussi qu'on voit que les États commencent à prendre conscience de cette réalité-là, à mettre en place ce qu'il faut pour accompagner aussi bien cette dynamique de développement des porteurs de projets. Monsieur Diaby? Ah ben, votre nom était là. On m'a parlé de Waléa, c'est bien ça? Non, bonjour à tous. Désolé, j'étais absolument pas informé que je devais faire quelque chose aujourd'hui. Mais je vais profiter de la tribune pour commenter rapidement un certain nombre de choses qui ont été dites tout à l'heure. Donc la question, je vais répondre à la question de qu'est-ce que le numérique peut apporter comme un levier pour la croissance de ce continent. Oubliez tout ce que vous savez sur le numérique. Oubliez le numérique comme vous le connaissez aujourd'hui. Dans cette salle, nous sommes tous des privilégiés et nous ne sommes absolument pas la cible de cette question. Nous sommes tous déconnectés, malgré que nous ayons des terminaux de dernière génération, que nous soyons connectés à des infrastructures 4G, 5G, que nous ayons une centaine d'applications sur nos téléphones. Cette Afrique dont on parle, c'est une population dont plus de la moitié, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore bénéficié d'un parcours d'alphabétisation classique. Donc c'est une Afrique qui n'a pas encore su mettre en place des mécanismes d'instruction, d'éducation, qui permettent aux populations de comprendre les enjeux, qui permettent aux populations de se projeter et qui permettent aux populations de bénéficier de toutes les opportunités que le numérique peut offrir. C'est une Afrique dans laquelle la disponibilité des infrastructures technologiques est extrêmement variable. Vous partez des capitales, à 10 km, à 50 km, à 100 km des capitales, les infrastructures n'existent plus. C'est une Afrique où les besoins
sont extrêmement primaires. Des enjeux qui sont centrés sur la survie, sur la sécurité, sur la capacité à générer du revenu. Mais c'est surtout une Afrique qui de plus en plus a perdu espoir dans les systèmes. Elle n'a plus confiance dans la gouvernance. Et les mécanismes qui sont de plus en plus accélérés et pour lesquels... Mais c'est surtout une Afrique dont l'adaptation au numérique reste contrôlée par des acteurs internationaux. C'est de ça qu'on parle. C'est de cette Afrique-là qu'on est en train de parler. Et ce que je voudrais juste rajouter, c'est que si on veut aujourd'hui combler ce gap, il va falloir à un moment ou à un autre prendre des décisions. Il va falloir comprendre qu'il faut accepter de former pour des métiers qui n'existent pas encore. Parce que c'est ça aujourd'hui la technologie. C'est des outils, c'est des systèmes, c'est des technologies qui arrivent, qu'on n'a pas encore compris et pour lesquels il faut anticiper les besoins de formation. C'est de comprendre que cette transition numérique dont on parle de plus en plus, elle doit intégrer bien sûr les nouvelles technologies, ce qu'on va appeler aussi la high-tech, mais elle doit surtout s'appuyer sur les low-tech, ces technologies qui nous permettent de résoudre les problèmes que nous avons au quotidien. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais ce dont on a besoin, c'est des jeunes entrepreneurs qui sont capables aujourd'hui d'accompagner ces petites structures de santé dans les villages et de pouvoir résoudre des problématiques qui ne sont résolues très souvent qu'à l'étranger. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diaby. Merci pour, je pense, ces mots importants qui nous permettent aussi d'attirer l'attention finalement sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux importants de développement. Oui, mais je vais juste terminer avec une phrase. C'est bien que ces espaces de conversation-là permettent de déconstruire la compréhension de cette technologie et nous permettent justement de regarder en face les réalités qu'on vit. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux à nos différents panélistes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci encore pour votre participation. Je vous prie de les applaudir pour la fin de cet échange. Merci beaucoup.